Amar, le cœur serré, comprit qu'il aimait bien Tixran, mais que c'était fini. Ils étaient étrangers l'un à l'autre. Tixran lui en voulait pas. C'était Slimane qui convenait. Slimane qui pouvait la travailler, l'entretenir comme un amoureux, cueillir la récolte comme un avare, car notre terre aime les fellahs rudes et avares. Lui, Amar, aurait fait débroussailler, piocher, labourer et tailler. Le travail n'aurait rien valu. Les récoltes auraient été arrachées, non cueillies. Il serait resté un maître orgueilleux et distant. Tixran aurait été foulé par tous les mauvais fellahs qu'on paye et qui bâclent leurs tâches pour ne réserver leurs soins qu'à leur propre champ. C'était Slimane qu'il fallait. Mais avec un personnage comme lui, il ne pouvait être question de jouer au maître. Ils n'étaient pas l'un le métayer et l'autre le propriétaire. La susceptibilité de l'oncle était à fleur de peau, si bien que les rôles étaient renversés, et qu'Amar devait chaque fois se faire petit, se taire, attendre qu'on lui parlât de sa terre. Bref, il fallait que Slimane se sentît le véritable maître du champ. C'était un trait à lui passer, songeait philosophiquement Amar. Mais ni Shebha ni Kamuma n'acceptaient ce rôle pour Amar. L'une parce qu'elle détestait Slimane, l'autre parce qu'elle admirait Amar. Habituellement, Marie ne prenait aucun parti, ne se préoccupant guère de se formaliser pour ce genre de subtilité, sachant une fois pour toutes qu'elle et son mari avaient bel et bien payé Tixran de leur économie. Pour Amar, il faut le répéter, cette attitude de l'oncle ne tirait pas à conséquence. Il comprenait parfaitement les gens de chez lui et s'amusait beaucoup de leurs particularités, car il voyait chez la plupart d'entre eux ce même côté superficiel des attitudes et des comportements. Un amour-propre illusoire, un entêtement bourru, une logique simpliste, une méfiance hargneuse, sans compter la jalousie et l'égoïsme et la crainte. De vrais enfants, quoi. Facile à mener en somme, mais qui boudent tout le temps. Il y avait peut-être les notables, quelques usuriers, quelques vieux usés, des gens prévoyants et qui savaient tendre leurs filets. Tout le reste était maniable comme un troupeau. Il était fier de les deviner, parfois de déjouer leurs calculs. Il se sentait à la hauteur. Il était devenu un habitué des réunions du village. Ces réunions absolument anarchiques avaient lieu tous les 15 jours, un vendredi. Elles se tenaient dans l'unique salle de la mosquée, sur les lourdes nattes d'alpha qui recouvraient le sol battu. La première réunion l'édifia par son désordre. Tout le monde criait et parlait à la fois. Ce fut une cacophonie endiablée, terminée par une crise nerveuse, une pétarade qui s'éteint ou une nuée d'étourneaux qui abandonne un olivier. Les tamènes de chaque carouba s'en allèrent sans rien résoudre, laissant mijoter leurs projets particuliers,
s'entretenant par couple, cherchant à percer les intentions du voisin, les desseins de la mine, les vœux de l'usurier. Tout se passait en coulisses et les assemblées générales n'avaient pratiquement pour résultat que de permettre aux fellahs des Karouba traditionnellement ennemis de se mesurer et de s'insulter, ou à tous les moutons de crier leur indignation inconsciente et inorganisée. Nul d'entre eux, en effet, ne savait où passer l'argent des amendes, des meshmels ou des sadaqas. Les corvées et les taxes leur étaient réclamées sans raison. Les répartitions d'eau étaient mal faites, les règlements mal respectés, les alliances de chauffe renversées sans avis. C'était un torrent impétueux de questions qui dévalait sur les tamènes souriants. Puis chacun rentrait chez soi, les chefs avec leur sourire paternel, les autres rouges de colère, l'œil en feu, mais fiers d'avoir osé parler, et répétant tout en marchant leur disque véhément qui retentissait une dernière fois à l'oreille de l'épouse effarée. Je suis un homme, moi. Ce que je pense, je le crie. La réunion suivante débuta de la même façon. Les mines ouvrit la séance et immédiatement fusèrent de toutes parts les interpellations. Parlons au nom du prophète. Non, attends, Ahmed. Parlons au nom du prophète. Alors, écoutez-moi. Je vous dis d'abord, parlons au nom du... C'était le tumulte inévitable, habituel. Les forts en gueule finissent toujours par se faire entendre parce que les patients qui savent profiter d'une accalmie ou d'une fatigue générale pour placer leur argument. Il en est d'habiles qui gagnent la partie, emportent la décision à peu de frais. Amal sut profiter d'un bon moment. Il se leva posément et sans se presser, sans prendre parti, se mit à expliquer comment les ouvriers français organisent une réunion. Il ne criait pas, ne se hâtait pas, expliquait avec conviction ce qu'il avait trouvé de bon dans ces assemblées, et comme il ne prenait aucun parti, on l'écouta. C'était clair ce qu'il disait, et chacun, au fur et à mesure qu'il parlait, pouvait reconstituer en son imagination telle assemblée de sages bonhommes, vêtus de noir, assis devant un orateur correct, écoutant attentivement la main sur la joue et le coude sur le genou. Oui, c'était cela, les vraies réunions. Un ordre du jour, un président de séance, des orateurs qui se font inscrire à l'avance et qui défilent l'un après l'autre devant un auditoire courtois. Vote silencieux et honnête, levée de séance très digne, travail fructueux et agréable. Bien entendu, on ne saurait exiger tout cela des ignares d'Irnsmen, mais on pouvait utilement retenir certains points essentiels du procédé. C'est bien tout cela, dit le premier Tamen. Au nom du prophète, je demande, moi, qu'on dresse pour commencer une liste, par Karouba, de tous les hommes du village. Ahmad détiendra la liste, la lira au début des réunions et en flanquera une amende à tout absent non excusé. D'accord, cria Lamine, mais ça nous fera gagner du temps. Il suffira de faire l'appel. Nous y penserons un de ces jours. Tu as raison, Ahmad.
Je vous conseille aussi d'écrire tous les règlements dans un cahier. C'est le code, on l'appelle ainsi en France, ajouta Amal. Oui, 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 nous verrons. La réunion ne fut pas meilleure que les précédentes, et les suivantes n'y gagnèrent rien. Néanmoins, Amal en sortit grandi, et il vint s'en vanter à Marie, qui trouva très bien qu'Amal se mesurât au plus puissant. Les Etlarbi, qu'on commençait à négliger dans le village, se découvraient un chef. Slimane, qui était détesté, avait un neveu sur qui compter. Chez Amal, il y avait un peu de vanité et aussi le désir de montrer qu'il avait gagné à avoir vécu si longtemps en France une expérience que d'autres n'avaient pas, et qu'il avait acquis encore beaucoup de largeur d'esprit et assez d'argent pour se passer de manière hypocrite. Ainsi il s'était cru au-dessus de tous ces petits ridicules de la minuscule cité, et maintenant qu'on l'appelait à la direction de cette cité, il redevenait tout à fait un enfant des Etlarbi, neveu des Ethamouch. 12 mois avaient suffi pour qu'il oubliât son passé, pour qu'il se sentît heureux, comme il avait cru longtemps ne pouvoir jamais l'être. Il chassait ses souvenirs chaque fois qu'il remontait à son esprit et trouvait dans sa nouvelle existence de quoi s'occuper entièrement. Et à ce compte, la vie lui parut simple, le bonheur accessible. Oh, on ne peut guère être difficile à Erenesmen. Est heureux quiconque n'a pas de souci d'argent. Car, on a beau dire, plaie d'argent est souvent plaie mortelle. Or, il savait conduire son petit train. On ignorait quelles étaient ses économies, mais il ne se privait pas. À intervalles réguliers, on voyait entrer chez lui une balle de semoule. Il achetait de la viande le vendredi, comme les gens riches. Il rapportait du marché son couffin plein. Sa grosse carrure, sa mine réjouie et optimiste, sa gondora de tussor et son bournous toujours propre, tout cela disait l'aisance. On savait qu'il aidait son oncle Slimane. Quant aux Etlarbi, qu'ils espèrent quelque chose s'ils ont secouru Kamouma. L'opinion qu'on avait de lui et de Marie, ils la connaissaient tous deux, et il fallait l'entretenir. On leur disait « Vous êtes heureux ». Au bout d'un an, ils se disaient à eux-mêmes « Nous sommes heureux ». Un vieux souvenir, la petite chambre de Madame Garrett. Un affreux cauchemar, tout le reste. Chacun avait son lot, mais c'était bien fini. Vive les petits bourgeois kabyles au couscous quotidien et au pot-au-feu hebdomadaire. Ces hommes favorisés qui boivent leur tasse de café chaque matin, qui attendent les fêtes sans souci et l'hiver sans effroi. Ces gros feignants de paradis qui peuvent faire travailler leurs champs, paient une porteuse d'eau et achètent leur bois au lieu d'abattre un arbre. Eh bien oui, Amal et Marie se savaient heureux parmi les autres, car le bonheur est relatif. Amal était débonnaire et tous les rappels de Kamouma sur ce qu'elle avait enduré ne pouvaient en rien le faire changer. De vieilles histoires pour lui. Un tel ou un tel avait méprisé sa mère, s'était réjoui de sa misère. Bon, il promettait d'en tenir compte et au besoin de se venger. Mais il ne fallait pas aussi qu'elle se mît dans la tête de lui faire haïr tout le village.
Au moins elle cessa de considérer Slimane comme un ennemi irréductible. Sur ce point, il n'y avait rien à faire. Il ne voulait pas la suivre. Il trouvait Chebha excellente femme et parlait d'elle à tout propos. Lorsque sa mère assurait que Slimane était faux, il répondait que Chebha était franche et qu'Amouma hochait la tête.